Aristoclès. Platon. 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 Est-ce qu'ils sont prêts, à ton avis, à les recevoir? De quoi parles-tu? Des vérités que ton ciel a fait pleuvoir en mon âme ébréchée, et que mon vouloir éméché se risque à déverser dans l'oreille emmiellée du peuple. Ne t'y risque pas. Eh bah si, je vais dévoiler au genre humain sa platonicité, sa forme intelligible, son essence. Fils, au moindre doute, élève ton regard, je danserai dans les nuées de l'azur infini. Bonjour à tous. Si vous assistez à cette vidéoconférence, c'est pour comprendre enfin ce qu'est l'être humain. Que sommes-nous réellement au fond? Voilà le sujet du jour. Alors on va y parvenir par une réflexion et une expérience de pensée, de dissection de la conscience par le scalpel de l'entendement. Belle formule, n'est-ce pas? Oui. Et restez jusqu'à la fin, il y a un poème métaphysique pour le final. Bon alors quand on se dit qu'on vit, qu'on existe, qu'on dit je, moi, c'est qu'on a conscience, on perçoit, on a des affects, des pensées, des sensations. Si on n'avait pas tout ça, on se poserait pas de questions. Donc si on se demande ce qu'on est concrètement, on n'est rien d'autre que notre conscience. A priori, on peut penser comme ça. Parce que je peux me dire oui, mais un comateux profond, un champignon, un cadavre, ça existe. Et pourtant, ils ont pas de conscience. Eh ben non, ils existent pas pour moi. Parce qu'ils existent que pour moi et non pour eux et en eux-mêmes. Ça m'intéresse pas. Un cadavre peut-être existe, un cadavre peut être exquis, mais je m'en fiche, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Mon analyse porte sur la conscience étant donné que sans elle, il y a rien. C'est tout aussi simple que ça. À ce titre, quelque part, je considère que notre conscience est notre essence. C'est pour moi la fin et le fond de notre être, même si quelqu'un comme Nietzsche dira que c'est la dernière émanation du corps et qu'elle est très finalement superficielle, entre guillemets, qu'elle est très accessoire. Donc moi, je renverse un peu le paradigme. La conscience, ressenti, affect, émotion, perception, c'est tout ce que tu as. Ton rapport à toi et au monde se fait par la conscience. Donc finalement, il y a que ça, parce que sans elle, il y a rien. La conscience est à l'existence ce que la verge est à la virilité. Je pense que c'est une belle formule. Si t'étais destiné à perdre ta conscience là dans 30 secondes, bah ton avenir, bon, tu t'en foutrais. Tu te laisserais aller, dans 30 secondes, t'existes plus. Finalement, c'est très concret, c'est très simple, c'est ça. Donc voilà, je dis tout ça pour qu'on soit bien d'accord déjà au niveau de mon introduction préambulistique. Donc c'est parfait. Conscience égale existence, et qu'on soit bien d'accord. La conscience, je parle pas de la conscience morale. On est bien d'accord. Soit gentil, t'auras un bonbon, soit méchant, t'auras le croque-mitaine. Je veux dire, la morale, c'est ça. Moi, je suis dans le réel objectif transcendantal, messieurs, dames. Rien que ça. Donc je parle bien des états mentaux, perceptions, affects, etc. Ce qui nous lie au monde. Les qualia, El famoso expression du moment. Les qualia, c'est le mot à la mode chez les scientifiques, les neuromachins chouettes, pour dire, en fait, finalement, les faits de conscience subjectivement vécu dans l'expérience, en tant que état mental, voilà. Donc maintenant, si je me dis, bon, j'existe concrètement parce que j'ai conscience, mais dire j'ai conscience de ceci ou de cela, ou j'ai conscience de moi, ok, mais qu'est-ce que le je, qu'est-ce que le moi, tout ça, c'est pas très clair. Mais oui, c'est clair. Donc je veux chercher ce que je suis moi-même au fond derrière la multiplicité des phénomènes de conscience que j'ai. Ils sont variés, ils sont variables, moi je veux trouver ce je veux prendre conscience de mon moi. Parce que avoir conscience de soi, c'est une affirmation qui a l'apparence d'une vérité, mais rien n'est moins sûr. C'est pas si évident. Avoir conscience de soi, ça veut dire avoir conscience de sa conscience de son être. Avoir son être, on s'embrouille un peu, c'est pas très clair. Et moi, je suis le grand clarificateur. Donc on va voir. Vous allez voir. On est pour l'instant incapable de ressentir isolément ce soi, cet être que nous sommes finalement. Et on est perdu face à ça. Et disait bien que quand on creuse et quand on écarte le superflu dont on a conscience pour tomber sur le moi épuré de toutes les justement superflus contingents, dirons-nous, finalement quand on cherche notre chose en soi à nous-mêmes, parce que c'est ça l'idée, on retombe toujours fatalement sur des représentations du moi, jamais sur le moi réel, le moi pur. Vous comprenez, on va s'imaginer le mot moi, notre visage, notre prénom, Corinne, notre tête, une boule bleutée vaporeuse, du noir, notre cerveau, mais on prend toujours conscience de quelque chose. Jamais de soi en soi. Et entre parenthèses, notre cerveau, c'est un substrat surnerveux. Le cerveau, c'est la capitale de l'esprit, mais il n'est pas lui-même. Il n'est pas l'esprit. Parce que si tu coupes ton cerveau et que tu le laisses flâner n'importe où, bah, il aura le charisme d'une jellyfish échouée sur le sable, ce sera plus grand chose. Voilà, parenthèse fermée. Donc en fait, on comprend vite que quand on cherche, on retombe toujours sur des phénomènes de conscience, sur des perceptions, qu'elles soient intellectuelles, imaginatives, perceptives. Et ces perceptions, elles font altérité avec ce qui les perçoit. Et ne sont plus ce moi
qui les cherche et qui se cherche. Et réfléchir ainsi, c'est un cul-de-sac parce que si je peux percevoir et saisir le moi, il fait altérité avec moi qui les perçoit et n'est donc plus ce moi. Donc il peut pas être perceptible le moi. Et s'il n'est pas perceptible en dernière instance, qu'est-ce qui se passe? Il n'existe pas scientifiquement, rationnellement. Qu'est-il donc? Donc on doit se dire que le moi transcendantal, le je premier et irréductible, le fond de ma conscience n'est pas apte à s'appréhender. Ce moi, ce je, cette conscience de soi, cette conscience en soi, notre être finalement. Et bien notre être finalement est ce qu'on peut appeler un fantôme. Et comme on le sait tous, les fantômes, ça n'existe pas. Finalement, comme elle est inconsistante, la conscience qui veut prendre conscience d'elle-même donne une espèce de sentiment d'étincelle immédiat qui est de suite mis en échec, inévitablement et instantanément. En un sens, c'est un vide ou un néant. Ici, on peut assimiler les deux concepts. Donc du coup, on n'a pas vraiment avancé et on revient à la question de base. Que sommes-nous, bordel de merde? Parce qu'on s'imagine toujours qu'on est quelque chose d'autre que les choses qu'on perçoit. Alors qu'on vient de démontrer que le je qu'on sépare de tout le reste des choses qu'on perçoit n'existe pas. Ou en tout cas, il est introuvable pour l'instant. Pour rappel, quand je dis le je, le moi, la conscience pure, le fond de mon être, tout ça c'est synonyme dans ma réflexion, hein. Pas besoin de chipoter, de jouer sur les mots, ça ne sert à rien. Donc on se dit, il y a moi, il y a je, ma conscience, qui perçoit, qui ressent des choses, en distinguant notre être justement du tout perçu, de ce qu'on perçoit, de la globalité de ce qu'on perçoit. Or pour l'instant du coup on patauge et la seule chose qu'on peut affirmer c'est qu'on est la totalité des choses que l'on perçoit, ressent, etc. Pour l'instant on peut se dire qu'on est la totalité de ces choses-là et rien d'autre. Donc la totalité des phénomènes de conscience que nous traversons à chaque instant. On n'est pas une aptitude à percevoir, connaître, ressentir. On est ces connaissances, ces perceptions et ces ressentis. Et ça c'est différent. Je ne perçois pas. Je ai perception. Et j'irais même plus loin. Je ai perçu. Vous comprenez les nuances? Et en disant ça, je sauve le moi de son vide. Nous ne sommes pas vides. Nous sommes juste nos perceptions. Alors que avant ma vidéo, on pensait être tout sauf cela. Justement. Et ça, c'est mon raisonnement tsunami. On verra ça à la fin. Berkeley, Georges, avait eu une intuition mystique sublime en disant « Être, c'est être perçu ». Et quand Rimbaud dit « je » est un autre, l'autre qu'est « je », c'est l'être perçu de Berkeley. C'est-à-dire « je » est toute perception. Le moi totalitaire du philosophe. Ou totalisant plutôt. Et retenez bien ça, mon adage à moi, l'être, c'est le tout et non le rien isolé du tout. C'est l'ensemble des avoirs perceptifs. Concret, c'est très concret. Hein. Et ici, la grammaire et le vocabulaire, c'est très important. Être et avoir, c'est exactement la même chose, exactement en métaphysique, dans ma métaphysique. Nous sommes la totalité des avoirs que nous croyions pouvoir séparer de notre être, isoler de notre être. Et la grammaire, elle est bourrée de clivages et de préjugés non propices à découvrir la réalité de ces choses. C'est pour ça qu'avant les mots, avant d'en venir aux mots, de les utiliser, il y a toujours derrière ça une intuition subtile qui permet de les remanier pour dire la vérité. Vérité étant l'expression intelligible de la réalité réellement réaliste réelle. Voilà. Le langage, en fait, c'est presque un terrain ennemi quand on cherche à réfléchir là-dessus. Enfin, c'est soit ça, soit on médite sur un rocher toute sa vie et c'est pas fait pour moi. Et Nietzsche le dit bien, il analyse bien ça hein, dans son, je crois, notamment dans La volonté de puissance, qui est un livre qu'il n'a pas écrit. Enfin, il est de bon ton de dire que c'est pas lui qui l'a écrit. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, donc la conscience n'est pas une boule bleutée comme ça en nous, un petit peu comme l'âme, qui accueillerait et colorerait le monde. Non, non, non. Donc souvent on dit qu'on a conscience de quelque chose. Et moi j'affirme que la conscience est la chose elle-même. La conscience est la chose dont elle a conscience. La conscience est son propre objet. Et là je brise la distance qui séparait le sujet de l'objet perçu. Et c'est révolutionnaire. On n'a pas conscience d'un jouet. On est le jouet lui-même. Et il n'est rien d'autre que ce que l'on en perçoit. Il n'y a pas de chose en soi du jouet. Je suis ce que j'éprouve et perçois. Parce que si je n'éprouve ni ne perçois rien, c'est pas le monde qui disparaît, c'est moi qui disparais du monde. Et le monde, c'est moi de toute façon. C'est moi qui n'existe plus. Car encore une fois, moi est ce monde perçu. Enfin, on va y revenir après dans mon expérience de pensée ontologico-métaphysique, vous inquiétez pas. Les gens normaux ou les gens superstitieux, ils disent que la conscience, c'est une chose en soi. Husserl, lui, il a dit quelque chose de révolutionnaire. Il a dit non, la conscience est toujours conscience de quelque chose. C'est une intentionnalité. Et moi, je vais plus loin que ça et je finis le travail. La conscience n'est pas conscience de quelque chose. La conscience
est la chose elle-même. Et ainsi, je supprime le dernier degré d'illusion, de superstition par rapport à ce qu'était la conscience. Ainsi, la conscience d'une chose, c'est la chose elle-même. Parce qu'il n'y a pas de chose en soi. Il n'y a pas de chose en soi qui se distingue de la perception qu'on a d'une chose. Et je dis ça au queutard de Königsberg, là, Manu. C'était un faux problème, ça, Manu. La chose en soi d'un objet, la chose en soi d'une enveloppe, c'est quoi? C'est où? Faut regarder à l'intérieur. Facture impayée. Oh, comme c'est bizarre. Et si je la déchire en deux? Là, il y a deux choses en soi? Ben voyons. Un peu de sérieux. La seule chose en soi, c'est nous. Dans toutes ces pérégrinations métaphysiques, l'homme se cherche lui-même, la chose en soi c'est nous. Mais nous avons dit que nous sommes notre conscience qui est les choses elles-mêmes. Nous sommes donc tout cela et toutes les autres perceptions. Et vous avez vu la perfection du raisonnement circulaire, il est absolument infaillible. Comme il n'y a pas de chose en soi, il est absolument ridicule de distancier notre conscience de la chose. Et le pire dans cette illusion, c'est qu'on distingue deux éléments qui n'existent pas en eux-mêmes. Et ça, c'est peut-être la plus grande des illusions de l'humanité. C'est-à-dire qu'on dit notre conscience, qui n'est rien en elle-même, perçoit une chose qui n'est rien en soi non plus. Alors que la conscience, comme je l'ai dit, est la chose, et cela constitue notre réalité, et notre vérité, et notre réel, et notre tout. Voilà, tout simplement. Et qu'on ne parle pas d'ondes invisibles qui existent quand même si je les perçois pas. Parce que si elles ont aucun impact sur ma réalité, elles me concernent pas et je m'en fiche. Et si elles ont un impact par procuration à travers d'autres éléments du réel, de la vie, elles sont perçues et sont moi-même. Comme il n'y a pas de chose en soi, il n'y a pas à séparer une chose de son effet. Et un effet, c'est forcément perçu d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la coloration de la nuit par la lune, c'est la lune elle-même. Tout ce qu'on perçoit de la lune est la lune. Tu aperçois 1 milliard de kilomètres, tu aperçois sa lumière, là, c'est la lune tout ça. Et ce cheminement de réflexion, de pensée, c'est une révolution métaphysique qui vient d'avoir lieu là sous vos yeux en direct. Enfin, on n'est pas en direct, mais on est presque en direct. J'ai ébranlé tous les systèmes métaphysiques, mais même les hindous, tout ça. On pourrait croire que je parle beaucoup du tout, machin chouette, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est hindouisme et tout. Moi, c'est beaucoup plus subtil en réalité parce que c'est réfléchi. Alors voilà, on va faire un petit détour, une petite pensée un peu sur la mort. Après, on continue la réflexion, vous allez voir. Alors, étant donné que notre réalité se constitue de cette collection de choses perçues, de perceptions, si nous les ôtons, étant donné que nous ne sommes que cela a priori, et que la mort n'est autre chose a priori que le retrait de toutes ces choses, vu qu'on assimile toujours au néant, hein, on peut penser que ce qu'on appelle la conscience, parce que pour moi la conscience est le seul intérêt de la vie, comme je vous l'ai déjà dit, la conscience ne fait que se superposer à ladite mort, et que techniquement, on est déjà mort, plus quelques perceptions constitutives de notre être. Et que la mort, comme disait Épicure, n'est vraiment rien. Et on peut même, je crois, l'anti-penser par la vue, la reine des sens. Regardez, voilà, il y a un paysage bucolique, etc. Voilà, c'est bien, vous êtes dans la vie. Maintenant, il disparaît. Il disparaît. Donc, vous allez imaginer du noir. Il n'y a que du noir. Vous êtes focalisé sur le noir. Et maintenant, là, concentrez-vous et imaginez que le noir disparaisse. Qu'est-ce qu'il y a? Je me le demande. Et ça, c'est juste un échauffement de l'expérience de pensée qui va venir après. Préparez-vous. On va pousser le degré de ces raisonnements jusqu'à son solstice. Voilà. Alors, j'ai dit à maintes reprises que quand on croit que notre conscience rentre en relation avec une chose, ni la chose ni la conscience n'existent. La conscience est la chose. Et la chose, c'est nous, c'est le moi, le je. Que ce soit un objet dans le champ de vision, une émotion, une pensée, un affect, n'importe quoi. Donc, on a bien compris qu'on n'est que cela et qu'il n'y a rien derrière, a priori. Donc, si on fait abstraction de toutes ces perceptions, nous n'existons plus. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est vrai. Il n'y a pas d'âme bleutée comme ça ou de conscience nébuleuse-fabuleuse. Pensez aux fantômes dont on a bien dit qu'ils n'existaient pas, a priori. Et peut-être que l'univers ou la nature est juste aussi maligne que ça. Ils habillent le néant d'un accoutrement perceptif, puis ils appuient sur un bouton, plus de perception et back to the néant. Et si c'est le cas, quoi de mieux que la pupille comme symbole absolu du vide que nous sommes? Dans la nature, la pupille, c'est la chose la plus noire, c'est la couleur noire la plus parfaite. Parce qu'elle est vide, le noir, c'est le vide. Et la pupille, c'est le vide, objectivement, sur le corps, c'est le plus gros vide. Et il sert à capter le monde. En fait, la pupille symbolise parfaitement le néant nécessaire à l'altérité et à la pénétration de l'être, finalement. Et écoutez bien, parce que tout prend sens ici, c'est juste génial, ce que j'ai trouvé comme ça. On dit aussi que le regard est le miroir de l'âme. Et le cœur du regard, c'est la pupille. Les pupilles, il y en a deux. Et là, ça devient tout bonnement génial. Et ce qu'on peut prendre pour de la poésie s'articule parfaitement à la science, vous allez voir. Le regard, c'est le miroir de l'âme. Donc, le miroir de l'âme, c'est la pupille. Et c'est ce qu'il y a de plus vide dans la nature. Autrement dit, ce qu'on estime être le plus proche et le plus représentatif de ce qu'est l'âme,
c'est le néant qu'on a en nous. Œil, regard égale âme. La pupille est un vide et on l'assimile à l'âme. Et on a bien défini depuis tout à l'heure que l'âme et tout ça, ça n'existe pas. Tout prend sens. Et ce néant, c'est ce qu'on prend donc toujours pour l'âme, qu'on peut jamais s'empêcher de voir comme une fumée flottante, bleutée, vaporeuse, comme je le redis. Et pourquoi? Parce qu'on a tous recours, on a même tous besoin du secours de cet instinct de figuration métaphysique quand on pense. C'est comme ça. Et moi, j'affirme que tout cela est illusoire et que nous sommes la somme des avoirs perceptifs. Les fameux qualia, encore une fois, hein, allez voir voilà. À chaque instant, tous ces avoirs perceptifs, y constituent la réalité que nous sommes et qu'on appelle la conscience. Et en cela, il n'y a absolument pas à distinguer esprit et matière. Ce qu'on appelle la conscience est autant un impact physique qu'une pensée qui nous traverse. Et quand je dis une pensée qui nous traverse, encore une fois, j'ai tort de dire ça, mais c'est le langage. Une pensée ne me traverse pas, je suis la pensée. Et dire ça, c'est encore impropre. Quand je dis je suis la pensée, c'est vrai, mais je dis trois mots, trois signifiants qui désignent la même réalité signifiée, si vous voulez. Ce que je devrais dire, pour être d'un point de vue langagier plus exact, c'est un néologisme total et dire je suis et penser. Pense-suis-je, pense-suis-je, pense-suis-je. Voilà. Donc la conscience est autant ce qu'on peut appeler matériel qu'immatériel. Il n'y a aucune division à faire là-dessus. Donc maintenant, a priori, il n'y a pas le choix. Soit on considère qu'on n'existe pas, soit on admet qu'on est la réalité perceptive qui nous compose. J'ajoute aussi pour ceux qui auraient du mal à accéder à l'état de fièvre métaphysique qui caractérise les philosophes et les métaphysiciens et qui pensent en gros n'être que leur corps, tu vois, plus peut-être... je sais pas, ta volonté. Sachez que c'est pas parce que l'arbre en face de vous n'est pas connecté à votre système nerveux qu'il est pas vous, qu'il est pas plus vous que votre main. Parce que si vous vous coupez la main et que vous mangez l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus votre main et vous êtes l'arbre? Alors l'être comme ça, il peut permuter? Allons bon, ça n'a pas de sens. Et imaginez plutôt un abricot qu'un arbre, parce que imaginez manger un arbre, personne mange des arbres. Et maintenant, on va passer à une expérience de pensée métaphysique inédite pour essayer encore mieux d'appréhender ce qu'est le je, le moi, et si la conscience a un sens en dehors du champ perceptif qui, je l'affirme, la constitue. Donc là, on va voir si on pratique un déshabillage ontologico-métaphysico-phénoménologique, si l'être, le je, qui est la fiction, l'illusion à laquelle nous sommes le plus attachés, s'anéantit ou pas. Moi, je pense que la conscience n'est pas une page vierge sur laquelle la vie dessine des choses et après, la page vierge de la conscience ira dans le doux monde éthéré des pages blanches et réenviergées. Non. Pour moi, la conscience, c'est un tourbillon holographique qu'on découvre absolument inconsistant lorsqu'on l'épluche. Donc, est-ce qu'on va se heurter à la vacuité de notre essence ou atteindre le sentiment le plus profond de l'être? C'est ce que nous allons voir, même si j'ai une petite préférence pour cette vacuité comme ça que je pressens. Donc on va commencer, voilà, dans la vie il y a plein de perceptions en tout genre, on ressent des choses, on pense des choses, on voit des choses, on touche des choses, et on va essayer d'enlever chacun des éléments qui nous constituent, qui constituent notre vie, notre réalité, pour comprendre peut-être qu'ils ne sont que des avoirs et qu'ensemble ils charpentent mon moi. Donc il faut se concentrer sur tout ce qui atteste de notre réalité et s'en défausser. Déjà nos sens, donc faut s'imaginer ne plus rien entendre, ne plus rien voir, ne plus pouvoir rien ressentir au toucher, ne plus rien pouvoir sentir, ne plus pouvoir goûter, même si ces deux sens sont éminemment subalternes, on le sait. Bon, alors on n'a plus nos perceptions sensorielles comme ça, mais bon, on existe encore, on a des sensations intracorporelles, on peut penser, etc. Donc voilà. On est un peu limité quand même. Donc les sensations corporelles, avoir faim, avoir froid, avoir soif, je peux encore les avoir. Mettons que je les supprime. De toute façon, on s'en fout. Je veux dire, je m'identifie pas à ma faim, au fait que j'ai froid ou que j'ai envie de faire... voilà. Donc, on n'a plus ça. Donc on voit plus, on sent plus, etc. On ressent plus notre corps. On n'a plus ces perceptions sensorielles. On n'a plus ces sensations corporelles, peu importe. On n'était pas notre chaleur, etc. On n'était pas notre froid, notre faim. Tout ça, au fond, c'est des secondaires. On a encore quand même le principal. On a notre esprit. On peut encore s'imaginer avoir des émotions, des affects, des pensées, écouter des voix dans sa tête, s'imaginer tout, voilà, tout ce qu'on veut. Penser, voilà. Donc maintenant, imaginons qu'on n'a plus d'émotions. Voilà, on peut plus être en colère. De toute façon, on s'identifie pas à notre colère, on n'est pas notre colère. Donc on n'a plus d'émotions. Voilà. Bon, ben on est limité, mais encore une fois, on peut toujours imaginer des sons, des images, des mots, tout ce que vous voulez. Et entre parenthèses, penser, c'est imaginer. Penser, c'est imaginer des sons, des images, le reflet finalement des perceptions qu'on a eues dans la vie. Hashtag empirisme. Donc tout est vide, là on est dans un monde vide, et on peut juste
imaginer, avoir cette capacité-là, voilà. Et maintenant, on va penser que l'on se retire encore ça. On a retiré l'entièreté de ce qui composait la conscience. Plus de perception sensorielle, plus de sensations corporelles, plus d'émotions, plus de pensées, plus d'imagination, absolument plus rien auquel ma conscience peut se rattacher et avoir le sentiment d'être comme ça. Mais là, on est au bout de notre vie, hein. C'est la fameuse expression, el famoso ouais, au bout de ta vie et tout. Là, on est vraiment au bout de notre vie. Donc, si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste de la conscience? Qu'est-ce que je suis? Rien. Rien. Donc, soit je n'existe plus, soit ma conscience ou mon être reste claquemuré dans le néant. D'ailleurs, si vous vous exercez vraiment à refaire l'exercice, à ressentir cela, vous pouvez devenir fou. Vous voyez bien ma tête? Vous me voyez bien? Vous avez bien compris que j'ai déjà été de là-dedans, que j'ai déjà baigné dans le néant et que moi je suis déjà devenu fou. Si vous refaites cet exercice, à un moment donné, vous allez vous renfermer sur vous-même et imaginer plus que du noir ou du gris comme ça. Moi j'imagine toujours ça comme les télés quand elles sont encryptées comme ça, du gris, c'est un peu comme ça pour moi le néant. Parce qu'encore une fois je dois me le figurer. Et imaginez même que ça disparaisse. Ce noir là, ce gris, il devient incolore. Il faut percevoir, il faut avoir conscience de cette incolorité. Ce n'est plus pensable, ce n'est plus conscientisable. Et ça s'appelle Être dans le néant. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, tout simplement, on n'existerait plus. Plus d'éléments perçus, plus de conscience. Ce qui démontre absolument qu'elle n'était que cela. Tout simplement, disparition. Anéantissement, c'est ça l'anéantissement. Ou sinon, essayez vraiment d'imaginer la conscience dans le néant, mais vous ne tiendrez pas 10 secondes. Une conscience pure, sans attache, c'est le plus haut degré de vertige, c'est absolument inatteignable. Et pouvoir conscientiser dans le néant, c'est exactement à travers la méthode que je vous ai donnée que ça peut se faire. C'est ça qui s'appelle faire l'expérience du néant. Encore une fois, je le répète, on arrive aux limites de toute expérience métaphysique. Avec ce que je viens de vous dire, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est cette expérience de pensée qui tend à prouver qu'on n'est rien d'autre que tous les avoirs perceptifs qui nous constituent. Étant donné que je les ai tous ôtés un à un et qu'il ne reste plus rien. Tous ces avoirs perceptifs, on les croyait secondaires, on les croyait masquants comme ça, dissimulant le moi réel. Hein. Et dites-moi en commentaire ce que vous penserez qui se passait, l'état, la réalité qui existerait ou pas, parce que moi je pense à l'anéantissement, qui se passerait si on allait vraiment au bout de cette expérience mystico-métaphysique, disons-le. Donc on a bien compris que si on retire chaque strate de nos facultés, nous cessons d'exister. Et on a procédé à une expérience d'épluchage existentiel. On a épluché l'existence de ces composantes pour montrer que derrière tous ces éléments, tous ces avoirs, il n'y avait rien. Donc ils sont l'exacte réalité de ce que nous sommes à chaque instant et nous ne sommes rien d'autre que cela a priori. Mais encore faudrait-il savoir et se demander si la loi métaphysique qui présidait au pseudo-sentiment d'unification de toutes ces choses pour donner le sentiment d'être et que la vie animale puisse avoir lieu, hein, la biologie et la métaphysique c'est finalement très proche. Si cette loi métaphysique est annihilée par la mort, je pense que oui, ou si, comme le pensent certains mystiques ou certains religieux, un monde après récupère notre essence parce que comme le dit l'autre, l'existence précède l'essence et l'essence étant pleine à la mort, peut-être que ce serait un carburant pour quelque chose de nouveau, lol, un devenir. Ça a plutôt tendance à aller contre mon raisonnement, mais je ne suis pas dogmatique et je sais que dans le ventre de ma mère, je ne m'attendais pas à ce dehors d'air pur. Ainsi, ici, dans le ventre de la nature, je sais qu'il est envisageable qu'un au-delà, qu'un au-dehors encore puisse avoir lieu. Au-delà d'un mysticisme fantaisiste, c'est peut-être le prolongement de la nature, tout simplement. Tout simplement. Ou bien alors si c'est le néant qui gagne et que les épluchures avariées de nos avoirs perceptifs se dispatchent chaotiquement dans l'éther des azurs sublunaires, n'est-il pas temps de troquer notre insignifiance vertigineuse, notre insoutenable légèreté, contre une armature nommée galbage? Car le galbage, la galbe, moi qui ai féminisé ce mot par amour, la galbe se chargera de dessiner les contours de l'essence de l'être humain afin d'y réaliser enfin sa platonicité avec, s'il le faut, de l'encre de lumière forée à même le cœur des étoiles. Et si vous avez assimilé ma réflexion tsunami qui a retiré à la conscience son illusion comme la mer se retire en l'ayant fait redéferler sur tout ce que nous pensions subalterne, vous devriez vous sentir comme un poisson super huilé, reconnecté, recorrélé à l'entièreté phénoménale de tous les instants, le tout vécu. Merci à tous et je vous laisse avec ce poème métaphysique.
J'ai conscience de moi, j'ai conscience de jeu, mais ce n'est pas un choix et ce n'est pas un jeu. Car conscience de soi n'est pas confiance en soi. Ce soi dont nous parlons est en fait un doublon qui donne et le vertige et si peu de prestige à celle ou bien celui qui, marchant dans la nuit, a fini par comprendre, à force d'entreprendre ces voyages méta, que nous ne pouvons pas saisir au fond l'essence de notre conscience, juste par elle-même, nous en serions blême. Nous pénétrons l'idée, triste et pas le reflet de ce que nous visions, ni plus ni moins. Fuyons et concluons ce jeu. 1 plus 1 fait bien 2, mais 2 tout seul n'est qu'un. Nous pouvons mettre un point. Il est pro ce type, c'est sûr.